La bataille d'Austerlitz, livrée le 2 décembre 1805, est l'un des sommets de l'art militaire. Elle oppose Napoléon Bonaparte, empereur des Français, aux armées coalisées de l'Autriche et de la Russie, sous les yeux même de leur souverain. C'est pourquoi l'histoire l'a retenue comme la bataille des trois empereurs. Un an après son sacre, Napoléon doit affronter une nouvelle coalition européenne. En quelques semaines, la Grande Armée traverse l'Europe, manœuvre avec une rapidité foudroyante et attire ses adversaires dans un piège soigneusement préparé. Mais Austerlitz n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un chef-d'œuvre de stratégie, une démonstration de ruse et de maîtrise du terrain qui marquera durablement l'histoire européenne. Dans cette série, nous allons revenir sur cet épisode majeur en 3 volets. D'abord, le contexte et l'analyse topographique pour comprendre comment Napoléon a préparé le terrain et trompé ses adversaires. Ensuite, le récit de la bataille elle-même, du lever du jour au triomphe final. Et enfin, le bilan et les conséquences, car Austerlitz ne fut pas seulement une victoire militaire, mais un tournant politique et diplomatique pour l'Europe entière. Plongeons ensemble dans l'histoire de ce moment unique où la stratégie, le courage et la destinée se sont rencontrés sur le plateau du Pratzen. Et dans cette première vidéo, nous ferons donc le point sur le contexte et l'analyse topographique de ce champ de bataille. Nous sommes donc en 1805, l'Europe est à nouveau en guerre, la troisième coalition vient de se former, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Russie et la Suède s'allient pour tenter d'abattre Napoléon, sacré empereur des Français un an plus tôt. À Boulogne, Napoléon préparait une invasion de l'Angleterre. Mais face à la menace continentale, il change brusquement ses plans. La Grande Armée, disciplinée et rapide, se met en marche vers l'Allemagne et l'Autriche. En octobre, elle encercle le général autrichien Mack à Ulm. Pris au piège, ce dernier capitule avec près de 25 000 hommes, dont 18 généraux et 16 canons. C'est un désastre pour l'Autriche. Le général russe Kutuzov, venu au secours de Mack, choisit de battre en retraite devant l'avancée française. Napoléon poursuit son mouvement et le 13 novembre, ses troupes entrent dans Vienne sans résistance. La capitale autrichienne tombe, ses arsenaux et ses réserves renforcent encore la puissance française. Mais Napoléon ne s'arrête pas là. Il pousse son armée vers le nord en direction de la Moravie. Là, il joue un rôle d'acteur. Il feint la faiblesse, laisse croire qu'il est prêt à négocier la paix. Ses adversaires, le tsar Alexandre Ier et l'empereur François II, se persuadent que l'empereur des Français est en difficulté. Mais en réalité, Napoléon prépare un piège. À l'ouest du petit village d'Austerlitz se dresse un plateau, le Pratzen. C'est là que se décidera l'affrontement. La rencontre sera exceptionnelle. 3 souverains présents sur le même champ de bataille. Napoléon Bonaparte face à François II, l'empereur d'Autriche et du Saint-Empire, et Alexandre Ier, tsar de Russie. C'est pourquoi l'histoire retiendra ce moment sous le nom de la bataille des 3 empereurs. Mais pour comprendre pleinement ce chef-d'œuvre stratégique, il ne suffit pas de connaître les acteurs et les événements qui ont mené à cette confrontation. Il faut aussi observer le théâtre de la bataille lui-même. Car à Austerlitz, la bataille n'est pas un simple décor. Il devient une arme entre les mains de Napoléon. Vallons, rivières, villages, mais surtout le fameux plateau du Pratzen, chaque relief, chaque position jouera un rôle décisif. Entrons donc dans l'analyse topographique, comment la géographie de ce champ de bataille a façonné l'un des plus grands affrontements de l'histoire. Le champ de bataille d'Austerlitz s'étend donc en Moravie, à l'ouest du petit village éponyme, aujourd'hui appelé Slavkov et Brna. En décembre 1805, il est recouvert d'une mince couche de neige. Ce champ de bataille forme un vaste rectangle de 8 km sur 12. Au nord, il est bordé par la route d'Olmütz à Brunn. À l'ouest, par la route de Vienne jusqu'à Brunn. Et au sud, des étangs gelés ferment le champ de bataille. Au centre domine donc le fameux plateau du Pratzen, véritable pièce maîtresse du terrain, d'où l'on peut observer tous les mouvements aux alentours. Ce plateau s'étend d'une 40aine de mètres et sépare 2 ruisseaux qui dessinent un V sur la carte. À gauche, le Goldbach et à droite, la Litava qui passe même derrière le plateau. Autour de ce relief stratégique, plusieurs villages jouent également un rôle essentiel. Au nord, Bossenitz, où se dresse également le Santon, qui est une petite colline fortifiée par les Français. Plus au sud, et plus bas donc que le Pratzen, au nord-ouest de ce dernier, les villages de Puntowitz et de Kobelnitz, d'où le corps de Soult lancera son attaque vers les hauteurs occupées par les Austro-Russes. Et enfin au sud, 3 villages marquent la ligne des combats les plus acharnés, Sokolnitz, Telnitz, tout particulièrement, et également Ogest, et qui est situé au pied du plateau. Ainsi, le champ de bataille d'Austerlitz n'est pas un simple décor.
Routes, ruisseaux, étangs et villages composent un terrain complexe, où chaque relief et chaque position vont peser dans le destin de la bataille. Au niveau de la météo, les 1er et 2 décembre 1805, le champ de bataille d'Austerlitz, comme je l'ai dit un peu plus tôt, recouvert d'une fine couche de neige. Le matin, une brume épaisse enveloppe les vallons et les villages, masquant les mouvements des troupes et accentuant l'incertitude. Puis, en milieu de journée, le ciel se dégage soudainement, un soleil éclatant illumine le plateau de Pratzen et les étangs gelés au sud. Ce contraste saisissant entre la brume matinale et la clarté du midi marquera les esprits. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression passée à la postérité « le soleil d'Austerlitz ». Symbole de victoire et de gloire, il sera même invoqué par Napoléon lui-même quelques années plus tard, avant la bataille de la Moskova en 1812, lorsqu'il s'exclamera « Voilà le soleil d'Austerlitz ». Le 28 novembre de cette même année, l'avant-garde française, commandée par Murat, est chassée du village de Wischau par les forces coalisées. Les Alliés interprètent aussitôt cet épisode comme la preuve que l'élan offensif de Napoléon s'essouffle. Le même jour, l'empereur ordonne un repli calculé et laisse volontairement aux ennemis le contrôle du plateau de Pratzen. Ce geste renforce leur conviction qu'il se prépare à battre en retraite et qu'il n'osera pas livrer bataille. Autour de Brünn, les troupes françaises se regroupent. Les généraux autrichiens et les conseillers russes en concluent que Napoléon, en infériorité numérique, n'a pas d'autre choix que de se retirer vers Vienne. Désireux de l'en empêcher et sûr de leur avantage, ils décident de forcer l'affrontement avant l'arrivée de nouveaux renforts russes et notamment de l'archiduc Charles. Conformément aux attentes de Napoléon, l'armée austro-russe étire de plus en plus son aile gauche en direction d'Austerlitz et d'Augest, cherchant donc à envelopper la droite française. La manœuvre n'est pas dénuée de logique et pourrait réussir à condition que cette aile ne se retrouve pas isolée. Car le but des Austro-Russes est bien de couper la route de Vienne à Napoléon et d'envelopper sa droite pour mieux détruire son armée. Le 30 novembre, les coalisés s'installent sur le plateau du Pratzen qui domine la plaine à 320 mètres d'altitude. Napoléon prévoit qu'ils descendront de cette hauteur par l'ouest pour attaquer donc sa droite qu'il présente comme son point faible, pour mieux les attirer dans son piège. C'est alors que Soult, à la tête du 4e corps, devra reprendre le plateau et couper l'armée ennemie en deux. Convaincu que l'affrontement est désormais inévitable, l'empereur rappelle les corps de Davout et de Bernadotte, et le 3e corps de Davout accomplit une marche forcée de 110 km en 2 jours pour rejoindre le champ de bataille. Et pour terminer cette première vidéo sur cette trilogie, nous allons maintenant nous attarder sur les forces en présence et les dispositifs des deux armées. Nous allons commencer avec l'organisation du dispositif austro-russe qui se déploie en 7 colonnes. Les 3 premières colonnes, placées à gauche et totalisant environ 30 000 hommes, sont sous les ordres du général russe Buxhöwden, ainsi que l'avant-garde du général autrichien Kienmayer. Ces 3 colonnes doivent partir du Pratzen pour gagner Sokolnitz et Telnitz via Augest pour se rabattre ensuite sur Turas et envelopper la droite française. Une 4e colonne, autrichienne cette fois-ci, forte d'environ 17 000 hommes et commandée par le général autrichien von Kolowrat, forme le centre et doit progresser du Pratzen vers Kobelnitz en suivant la 3e colonne. La 5e colonne, qui rassemble la cavalerie du prince de Liechtenstein, qui compte environ 7000 cavaliers, se détachera du centre pour renforcer la droite en se dirigeant vers la route de Brünn. Puis, les 2 dernières colonnes, composant la droite du dispositif, la 6e, qui est dirigée par Bagration, qui doit s'emparer du Santon et de Bossenitz, donc sur l'axe de Brünn, comme vous pouvez le voir ici sur la carte. Et enfin, la 7e colonne, conduite par le grand-duc Constantin, qui doit tout d'abord rester en réserve sur la même route avec la garde impériale russe. L'ensemble est soutenu par 278 pièces d'artillerie. Cette disposition révèle la conviction des coalisés que la droite française s'étend jusqu'à Menitz, alors qu'elle est en réalité massée plus au nord, entre Puntowitz et Telnitz. En conséquence, ils comptent manœuvrer vers le sud pour envelopper les Français et couper la route de Vienne, les actions au nord n'étant destinées qu'à les distraire. Franz von Weyrother, qui est nommé chef d'état-major par le tsar, affirme à ce dernier que la victoire est assurée. Kutuzov, quant à lui, a davantage de doutes. Quant au dispositif français, au centre, Soult occupe le secteur de Puntowitz, avec des postes avancés qui descendent vers le sud jusqu'au village de Sokolnitz et Telnitz, qui sont donc la droite française. Et c'est face à lui que se massent les principales forces ennemies. Soult est à la tête du 4e corps d'armée, le plus puissant de l'armée française. Bernadotte, lui, tient position dans le village de Jirschikowitz.
Murat se trouve au sud de ce même village. Plus au nord, Lannes contrôle la route de Brune, près de Bosnitz, en appui sur la hauteur du Santon, qui est une colline qui a été fortifiée par les troupes du général Claparède. Les unités de réserve sont cantonnées derrière les lignes de Soult et de Bernadotte. Le dispositif a été définitivement fixé par Napoléon, qui a achevé de répartir les missions lors d'un dernier conseil de guerre avec ses maréchaux le 1er décembre à 20h30. La manœuvre prévoit que lorsque l'adversaire quittera le plateau du Pratzen pour opérer contre la droite française, Soult lancera une contre-attaque sur le plateau. Pour favoriser cette action, l'empereur mettra en soutien sa garde ainsi que la réserve de grenadiers d'Oudinot afin d'appuyer l'offensive de suite. Napoléon entend pivoter vers la gauche adverse pour couper l'aile russe de la route d'Olmütz, profitant du fait qu'elle se trouvera alors avancée vers Telnitz. Confiant dans ses calculs, Napoléon a même résumé publiquement la veille de l'affrontement la manœuvre décisive qu'il entendait mettre en œuvre. Dans la soirée du 1er décembre, quittant son quartier général de Horka, que l'on peut voir ici sur la carte, il parcourt les positions éclairées par les flambeaux allumés spontanément par ses soldats en liesse. Les Austro-Russes, en face, voyant ces lueurs, interprètent à tort ces feux comme le signe d'un moral brisé et l'abandon de cantonnement par leur adversaire. C'est sur ces mots que se termine cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo pour la bataille d'Austerlitz.